Aujourd'hui au Télécom Midi, jour de budget à Québec, les élections partielles dans 4 circonscriptions et poursuites meurtrières à Montréal. Bonjour, ici Sarah Dumais-April et Anne-Raphaël Aspiro-Lebrasseur. Bienvenue au Télécom Midi. La Ville de Québec présente aujourd'hui son budget de fonctionnement et d'investissement pour l'année à venir. Les électeurs des circonscriptions de Saint-Jérôme, de Marie-Victorin, d'Arthabasca et de Verdun sont appelés aux urnes ce lundi pour élire ceux ou celles qui succéderont à Pierre Calvialado. Un homme de 21 ans a été pris d'une folie meurtrière hier soir à Montréal, tuant 2 personnes et en blessant une. La poursuite policière a commencé à Montréal et s'est terminée à Brossard. Parlons éducation. Sarah, tu es allée sur le terrain pour en apprendre davantage sur les répercussions des coupures du gouvernement Couillard. Oui, effectivement, je me suis déplacée au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup et je suis allée à l'école du Boisé à Charlesbourg. Donc, pour en savoir un peu plus sur comment les écoles survivent après les coupures du gouvernement Couillard de 2014. Allons voir. Quelques mois suivant l'élection de Philippe Couillard comme premier ministre du Québec, d'importantes coupures ont eu lieu en éducation. On parle de coupures de près d'1 milliard de dollars. Il en résulte des enseignants essoufflés par le manque de ressources spécialisées, un ratio enseignants-élèves trop élevé et des enfants dans le besoin qui ne reçoivent pas l'aide nécessaire pour réussir leurs études par manque de spécialistes. 2 ans après les coupures, Guy April, directeur du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, doit toujours s'adapter. Des coupures au niveau du transport scolaire lui mettent des bâtons dans les roues afin de subvenir aux besoins des élèves ayant des besoins particuliers. Bien, si on était en mesure d'avoir davantage de subventions, on pourrait peut-être arriver à faire des classes réduites. Donc, ce que l'on sait dans des écoles qui reçoivent ce type d'élèves-là, souvent on va faire des groupes de 15 à 18 élèves. Et c'est évident que si c'était possible d'avoir, en plus d'orthopédagogues, d'avoir des éducateurs spécialisés, donc des gens qui peuvent accompagner l'enseignant en classe pour favoriser la réussite de ces élèves-là, bien évidemment, ce serait un gros plus. Pour Sabrina Garand, diplômée en éducation spécialisée depuis 4 ans, les postes stables et de qualité ne tombent pas du ciel. Effectivement, elle reçoit des contrats dans des écoles où les ressources sont plus que manquantes. Mettons, j'ai un élève que j'ai 6 heures par semaine que je dois le voir. Bien, au travers de ça, il faut que je gère les conflits, puis il y a tous les dossiers prioritaires qui arrivent en premier. Alors, à un moment donné, l'élève qui a un 6 heures par semaine avec la TES, bien, avec tous les événements qui se passent, c'est normal qu'à un moment donné, il perd du temps. Puis c'est triste parce qu'il y en a besoin, puis il a le droit à ce temps-là. Ils ne sont pas les seuls dans cette situation. Après 265 postes coupés, la province au complet en subit les répercussions. Malgré les coupures imposées par le gouvernement Couillard en éducation, les écoles, qu'elles soient primaires ou secondaires, n'ont pas le choix de s'adapter. C'était Sarah Dumais-April pour l'Exemplaire, à Québec. Pour le segment Société, allons voir Laurence Bourget. Bonjour Laurence, de quoi tu vas nous parler cette semaine? Bonjour Sarah. Donc cette semaine, je vous ai fait un reportage concernant la conciliation travail et famille. Donc je me suis déplacée chez une jeune mère de famille qui vit cette problématique avec son travail d'esthéticienne et notamment en tant qu'étudiante. Allons voir. La société québécoise actuelle est aux prises avec un problème grandissant de conciliation travail et famille. La hausse du coût de la vie ainsi que les valeurs sociales font en sorte que plusieurs parents sont obligés de travailler des heures supplémentaires afin d'offrir une vie équilibrée à leur enfant. Tel est le cas de Marina Pelletier, jeune maman d'une petite fille de 2 ans née d'une famille nucléaire. On quitte la maison vers 7 heures approximativement, puis dans le fond, là, on va la porter à la garderie. Par la suite, on va à l'école, puis vers 16h30 à peu près, on est de retour à la maison. Là. Par la suite, c'est sûr, c'est le souper, le bain, puis le dodo. Je manque souvent de temps pour accomplir ce que j'ai à faire là, au niveau à la maison avec ma fille, activité ou quoi que ce soit. Mais j'essaye vraiment de le faire, mais non, je manque de temps souvent. Marco Marceau est bien placé pour comprendre cette problématique. En tant que vice-président chez Armoire Cuisine Action à Farnham depuis 5 ans, il travaille fort afin de trouver des moyens pour aider ses employés qui, plusieurs d'entre eux, sont notamment de jeunes parents. Donc, les moyens pris dans l'entreprise pour nous aider dans le volet conciliation travail-famille sont de réussir à
à fournir aux employés un environnement, donc un horaire plus flexible. Donc, l'horaire qu'on a privilégié, les gens peuvent rentrer entre 7 heures le matin et 8h30 le matin. Donc, ça leur permet d'aller porter les enfants plus tôt à la garderie ou plus tard à la garderie. Ou terminer plus bonne heure le soir, excusez. L'autre horaire, c'est le 4 jours semaine. Donc, les gens touchés, c'est vrai, tous les gens de bureau, donc tout ce qui est vente, tous les gens de bureau complet. Donc, ça représente à peu près 190 personnes sur les 250 employés qu'on a. En tant que directrice des ressources humaines ainsi que jeune maman, Marianne Roberge a décidé d'investir son temps dans la recherche ainsi que dans le soutien des familles et des entreprises dans la conciliation travail et famille. La voici à la tête d'une entreprise nommée Coeva, spécialisée dans le domaine depuis 6 ans déjà. Les dernières études qui sont sorties, on démontre que encore, ce sont les femmes qui s'occupent davantage de tout ce qui est des tâches domestiques, tâches liées à la famille. Par contre, les pères, depuis les dernières années, ont tendance à s'investir un petit peu plus, mais au niveau plus des activités, des liens liés avec les enfants. Pas tant au niveau des tâches domestiques, donc il y a encore ce travail-là à faire, mais quand on parle du partage des tâches puis de la conciliation entre le travail et la vie familiale, ça tend à s'améliorer, mais on est loin du 50-50. Malgré les différents arrangements pris avec son employeur, Marina Pelletier a tout de même de la difficulté à équilibrer sa vie familiale avec son emploi d'esthéticienne. Heureusement que son conjoint se montre ouvert et présent afin de s'occuper lui aussi de leur petite fille. C'était Laurence Bourget pour l'Exemplaire. Toujours dans le volet société, notre journaliste Cassandra Pellé est sur le campus de l'Université Laval. Bonjour Cassandra, de quoi nous parles-tu aujourd'hui? Bonjour Anne-Raphaël, je vous ai préparé un reportage sur la consommation de drogue chez les jeunes qui a considérablement augmenté depuis quelques années. L'Institut de la statistique du Québec a sorti une étude montrant que la drogue chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans ne cessait d'augmenter depuis 2008. Ces derniers représentent 40% des consommateurs de drogue, un chiffre qui devient une normalité pour ces jeunes. Ça s'est joué en soir. En soir, on était dans une fête et un ami qui avait ça, il a dit écoutez, venez, on s'en va en lait parce que voilà, j'ai vu des gens qui s'envoyaient en lait avec ça, peut-être que ça fait plaisir. Et j'ai voulu essayer et au final, ça m'a plu. Mais bon, je ne dirais pas que je n'arrête pas, mais j'ai pas envie d'arrêter parce que ça me plaît. Et ça se fait de façon relativement spontanée, c'est-à-dire en soirée avec des potes. Il arrive parfois que voilà, on décide de se détendre un peu particulièrement et on décide de toucher à la coke parce que voilà, ça nous permet de nous envoyer en l'air en quelque sorte. Et c'est fun, du coup ça nous excite et c'est avec ça qu'on s'amuse de façon beaucoup plus continue en quelque sorte. Ouais. La drogue se répand facilement et devient un réel facteur pour s'intégrer à la société, notamment lorsqu'on est jeune. En tant que psychologue, je pense qu'il n'existe pas une seule cause qui amène un ado à consommer de la drogue, mais en fait, c'est une multitude de facteurs qui vont en lien avec les traits de la personnalité de l'individu même. Et cependant, une chose est certaine, l'influence des pairs représente un facteur primordial. C'est connu que l'adolescence, c'est une période très fragile qui est en lien avec la recherche de l'identité et de l'autonomie. Donc, il est très facile que dans un groupe de pairs, ils vont se créer des tendances envers l'utilisation de la drogue qui peuvent facilement être partagées à l'intérieur des membres à cause d'un besoin d'appartenance et d'affirmation identitaire. Une nouvelle inquiétante qui mérite une remise en question de la société et de son système de prévention. C'était Cassandra Pellé pour l'Exemplaire à Québec. Concernant les faits divers, Laura Fédibac, notre journaliste, s'est déplacée sur le terrain pour aller visiter un refuge pour animaux. Laura, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, Sarah, sur place, j'ai pu constater qu'il y avait effectivement un trop-plein d'animaux dans les refuges au Québec. Parfait, allons voir. Saviez-vous que le Québec est l'endroit où il y a le plus d'animaux abandonnés en Amérique du Nord? Et oui, voilà un fait dont on ne peut malheureusement pas être fier. June Cromley travaille à la SPA de Québec depuis une dizaine d'années. Elle connaît donc très bien la triste réalité des refuges qui débordent d'animaux abandonnés. Selon elle, environ 6 000 animaux rentrent au refuge chaque année. C'est pas normal, en fait, qu'on en soit là en 2016, puis que les gens soient pas plus responsables que ça de leurs animaux, puis qu'ils ne considèrent pas comme des membres de la famille, puis qu'ils ne considèrent pas non plus que c'est des adoptions pour la vie. Là. Nous lui avons ensuite demandé pourquoi, selon elle, les gens abandonnaient leurs animaux. Pour eux, c'est souvent le temps d'un week-end, le temps d'une fin de semaine, le temps d'une fête même.
Lorsque questionnée sur quel type d'animal est le plus abandonné, Mme Gormley a répondu sans hésitation. Les chats. Ici, c'est entre 65 et 68 du taux d'entrée d'animaux, c'est les chats. Beaucoup d'animaux se font abandonner chaque année, mais ce sont les chats qui en souffrent le plus. Pour en savoir davantage sur le sujet, nous avons rencontré Caroline Gamache, qui est la représentante féline du conseil d'administration d'Anima Québec, un organisme de Montréal qui promeut la protection des animaux. Mais une des choses que peu de gens savent au niveau de la population en général, c'est que 80% des refuges au Québec ne stérilisent pas et la majorité ne micropucent pas non plus. Donc, présentement, au Québec, il y a moins de 4% des chats qui sont micropucés. Donc, imaginez, les taux de retour sont absolument infimes quand un chat se perd dehors. Là, il n'y a à peu près pas moyen de les retrouver. Puis, en plus de ça, il faut absolument qu'on ait une politique québécoise, mur à mur, de stérilisation systématique à la sortie. Ce qui veut dire que tous les refuges, toutes les animaleries, tous les éleveurs doivent vendre stérilisés. Donc, selon les dires de Mme Gamache, une politique de stérilisation systématique à la sortie et un système de micropuçage plus rigoureux contribueraient grandement à améliorer le trop-plein d'animaux abandonnés au Québec. C'était Laura Fitzbach pour l'Exemplaire. Passons maintenant à la météo avec Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Anne-Raphaël. Donc aujourd'hui, c'est un peu frisqué dehors présentement. Oui, qu'est-ce qui nous attend pour le reste de la journée? Pour les prochaines heures, on annonce encore de la neige jusqu'à 20 heures, une accumulation d'à peu près 3 cm de neige. Ensuite, pour ce soir et cette nuit, on annonce un dégagement, puis il fera à peu près moins 13 degrés. Finalement, pour le volet culturel, Anne-Raphaël, tu nous parles de la production de comédie musicale au Québec? Oui, mais je vais vous parler plus particulièrement de la difficulté à produire des comédies musicales au Québec. Allons voir. Même si celui-ci a longtemps été dénigré par les Québécois, le genre de la comédie musicale est en essor au Québec. Pourtant, les comédies musicales professionnelles québécoises se font rares. Bien, pour l'instant, c'est difficile, les comédies musicales au Québec, mais je pense qu'il y a beaucoup de projets qui se partent ces temps-ci, ces dernières années, en tout cas, j'ai l'impression. Andrea Doyle-Simard, diplômée en musique à l'Université Laval, est une grande adepte de la comédie musicale. Celle-ci s'est lancée un défi de taille en créant avec 2 collègues les productions du 6e art, une compagnie produisant des spectacles semi-professionnels. Bien, le but des productions du 6e art, c'est avant tout de produire des comédies musicales en français, donc de les faire connaître au public de Québec et aussi de donner la chance à des amateurs, mais aussi à des jeunes professionnels de gagner l'expérience dans ce milieu-là. Puis c'est aussi une manière pour nous d'offrir un tremplin à des jeunes qui voudraient peut-être continuer à travailler dans ce domaine-là. Ces spectacles sont d'énormes défis et c'est pour cette raison que le Québec en produit si peu. Une production style Broadway, une comédie musicale, c'est très coûteux, surtout en termes de comédiens, parce qu'une production, ça va être environ de 30 à 50 personnes, si on compte musiciens, danseurs, chanteurs, comédiens. Et ça fait beaucoup, beaucoup de monde à payer. Sur l'échelle de Broadway, l'ensemble des préparations pour un seul projet s'élève entre 6 et 15 millions de dollars. Chaque année, les productions arrivent à toucher un public plus important et de type varié. On a en moyenne environ 1300 spectateurs chaque année. Pour mon futur, oui, nécessairement. Écoute, c'est vraiment une belle expérience. C'est quelque chose qui m'apporte énormément. Puis on est vraiment géré en professionnel. Fait que c'est sûr que pour une vie professionnelle, c'est avantageux. C'est vraiment, vraiment agréable parce que tout est bien rodé. Puis on sait où est-ce qu'on s'en va. On sait aussi que la production va être vraiment, vraiment de bonne qualité parce qu'on est tous vraiment prêts au spectacle. Le développement de la popularité et de la publicité est le but premier afin de permettre au genre de la comédie musicale de se produire à grande échelle sur la scène québécoise. C'était Anne-Raphaël Aspiro-Lebrasseur pour l'Exemplaire. C'est ce qui met fin au Télécom Midi. Passez une agréable fin de journée sur notre antenne. À demain!